Je vous retrouve ce soir avec le même plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le président de la Commission électorale nationale autonome était face à la presse dans la matinée d'aujourd'hui pour faire le point des candidatures reçues par l'institution dans le cadre des législatives de janvier 2023. Remise de dons constituée de plusieurs lots par l'association des jeunes éclaireurs d'Abomey-Calavi aux pensionnaires de l'orphelinat La Bergerie de Dieu de Tocan dans la commune d'Abomey-Calavi. Le compte rendu est à suivre dans ce journal. Les pays du G7 ont appelé aujourd'hui les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production pour contribuer à faire baisser les prix. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Eden TV et bienvenue dans ce journal. 48 heures après la clôture du dépôt des candidatures en vue des législatives de janvier 2023, le président de la Commission électorale nationale autonome a tenu un point de presse dans la matinée d'aujourd'hui. L'objectif est de faire le point des déclarations et de candidatures enregistrées. Écoutons Sakalavia. Le 2 novembre 2022, avant minuit, heure de la clôture de la réception des déclarations de candidature, 8 partis politiques étaient effectivement présents dans l'enceinte de la Sénat pour le dépôt de leur déclaration de candidature. Il s'agit, dans l'ordre d'arrivée, 1. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 2. Union progressiste Le Renouveau. 3. Bloc républicain. 4. Nouvelle force nationale. 5. Des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. 6. Les démocrates. 7. Mouvement populaire de libération. 8. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Au total, à cette phase du processus électoral, la Sénat a enregistré 8 listes de candidatures. Chacun de ces partis a déposé le nombre de dossiers exigés par le Code électoral, soit 218 dossiers décomposés comme suit. 109 dossiers de candidature titulaires, dont 24 exclusivement réservés aux femmes et 109 dossiers de candidature suppléants, dont 24 également exclusivement dédiés aux femmes. À l'issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques le récépissé provisoire devant constater la réception de leur dossier. En pièces jointes à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés a été annexé un rapport de complétude. Ce rapport précise les pièces manquantes aux différents dossiers. Dès aujourd'hui, il sera procédé et dans toutes les prochaines heures à l'étude au fond des dossiers. À l'issue de cet examen approfondi des dossiers, il sera notifié à chaque parti politique les insuffisances constatées dans la déclaration de candidature qu'il a déposée. Ces partis disposent de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leur dossier. Dépôt effectif des dossiers, mais retour sur le débat qui a prévalu lors de l'obtention du quitus fiscal, surtout pour l'opposition, dont plusieurs membres sont montés au créneau pour diverses réactions. Nous vous proposons ici celle du président du parti Grande Solidarité Républicaine, Antoine Vissetogbe Guédou. Il est au micro de Clémence Tonoukoy. J'ai suivi avec attention le directeur général des impôts et ça m'a fait un peu mal.
Nous avons été 2 fois déjà. J'étais des 2 délégations qui ont été à la Direction générale des impôts. Dans cette délégation-là, le jour-là, est devant le receveur général des impôts et celle qui est chargée de la promotion des relations aux impôts, Éric Rouneté, le président des démocrates, a dit « Je n'ai pas eu mon quitus, mais j'ai fait tout ce que je dois faire. » Attiadé a dit la même chose. Guy Mitokwe. Ils sont allés jusqu'à dire « Ce que vous nous reprochez, dites-nous. » Mais ce que le directeur des impôts, le directeur général des impôts est en train de dire aujourd'hui, si c'est vrai, je suppose que ses collaborateurs lui ont rendu compte. Et il avait le devoir d'envoyer expressément une lettre à ces gens-là pour leur dire voilà, 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 voilà. Il n'a pas fait. Et puis, il vient à la radio, en l'absence de tout le monde, pour convaincre un peuple analphabète à 90%, pour convaincre des non-avertis. Ça ne passe pas. Vous savez, de façon générale, les différents présidents ne font rien sans être en collusion avec les cadres. Et pour finir avec ces choses-là, je pense qu'il va falloir qu'un gouvernement ait le courage de faire une réforme profonde du droit administratif, de faire une réforme profonde du code et de la procédure administrative pour finalement retenir la responsabilité personnelle des cadres dans certaines circonstances. Parce qu'aujourd'hui, les cadres sont retenus dans les liens de la responsabilité pour exercice de leurs fonctions. Et là, parce qu'ils ne sont pas punis, ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis, si le président de la République m'écoute en ce moment, ce que je voudrais lui suggérer, c'est de détacher les quitus fiscaux des élections. Le quitus fiscal est une chose normale. Tu as payé tes impôts, tu as ton quitus. Réunis en séance plénière mercredi dernier, les députés de la 8e législature ont examiné et adopté la loi 2002-24 portant règlement définitif du budget de l'État gestion 2020. C'était en présence du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaini, et de plusieurs cadres de son ministère. Suivez ici un extrait des propos du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du mercredi 2 novembre 2022 la loi numéro 2022-24 portant règlement définitif du budget de l'État gestion 2020 à l'unanimité des députés présents et représentés. Nous avons fini avec la série des lois de règlement. Avant d'aborder le 4e point de l'ordre du jour, je voudrais féliciter vraiment le gouvernement pour ce rattrapage et voudrais quand même dire un satisfecit pour ce que nous avons toujours réclamé quand nous étions de l'autre côté. Nous disions toujours qu'il faut, pour marquer la progression dans le développement, il fallait à un moment donné inverser la tendance que les recettes issues des droits de porte deviennent inférieures aux recettes issues de la fiscalité intérieure. Nous l'avons réclamé tout le temps et c'est cela qui devrait nous montrer que notre pays avance dans sa politique de développement. Aujourd'hui, nous constatons que progressivement, l'équilibre s'est rétabli et ensuite, la fiscalité des droits
les recettes issues de la fiscalité intérieure deviennent presque le double des recettes issues de la fiscalité des ports. C'est vraiment un indicateur pour montrer que notre économie devient effectivement une économie de développement. Et je voudrais bien féliciter le ministre et tous les cadres qui œuvrent à ce que la douane, désormais, accentue ses efforts sur son rôle économique, alors qu'hier, c'était purement un rôle fiscal. C'est un paramètre qui montre que vraiment le pays est en avance par rapport à sa politique de développement. Des responsables à divers niveaux de la fonction publique venus de tous les secteurs d'activité s'étaient réunis hier au ministère de la fonction publique. C'était dans le cadre d'une double cérémonie. Il s'agit de la présentation du guide de procédure pour les instances disciplinaires et du lancement des séances de vulgarisation du cadre d'éthique et des valeurs de l'administration publique. La cérémonie a eu lieu en présence du personnel du ministère et des partenaires techniques et financiers dont Transparency International, Union européenne et la coopération internationale de la Suisse. Je vous invite à suivre respectivement Samuel Kaniba, conseiller régional Afrique de Transparency International, et Adijat Matis, ministre de la fonction publique. C'est une reconnaissance que les objectifs de développement nationaux ne peuvent être réalisés de façon pérenne qu'avec une administration publique qui porte des valeurs essentielles que sont l'intégrité, la responsabilité, la transparence et la redevabilité, entre autres. Et je dois relever que ceci est d'ailleurs en phase avec l'esprit et la lettre de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration qui en son chapitre 3, intitulé « Code de conduite des agents publics », promeut les valeurs susmentionnées. Madame le ministre, notre souhait est de voir se poursuivre le dialogue constructif entre État et société civile dans la conduite des réformes visant le renforcement du dispositif anticorruption de l'administration publique qui caractérise le partenariat entre votre ministère et la société civile. Afin de réaliser les projets et mettre en œuvre les réformes inscrites au 10 programmes d'action, le gouvernement a besoin d'une administration intègre et d'outils appropriés pour réaliser efficacement les interventions publiques. C'est pourquoi, puisant dans les nouveaux textes législatifs et réglementaires en vigueur, le Code des valeurs d'éthique de la fonction publique du 20 février 2008 a été révisé en profondeur et adopté en Conseil des ministres le 13 juillet 2022. Devenu désormais Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique, il intègre 17 nouvelles valeurs qui définissent les règles que doivent observer les agents publics dans l'accomplissement de leurs tâches et contribuer à restaurer l'image de marque de l'administration publique. Ce code s'adresse à la fois aux agents de l'administration publique, de la fonction publique évidemment, aux agents des collectivités territoriales, des entreprises publiques, aux personnes élues, aux collaborateurs externes, aux agents de tout organisme chargé d'une mission de service public. Pour faire connaître aux agents de l'administration publique ainsi qu'aux usagers le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et le guide de procédure disciplinaire, les partenaires techniques et financiers cités ci-dessus et moi-même procédons ce jour, jeudi 3 novembre 2022, à la cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation. Dans ce cadre, il est prévu une série d'ateliers de formation et de vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national pour, primo, sensibiliser les agents de l'État sur le contenu des 2 documents au niveau central, départemental et communal. Secondo, mettre à leur disposition des exemplaires des 10 documents sous forme de plaquettes, kakémono et autres.
Et je vais l'annoncer en titre, l'association des jeunes éclaireurs d'Abomey-Calavi a apporté hier le sourire aux orphelins pensionnaires de l'orphelinat La Bergerie de Dieu de Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi par une remise de dons constituée de plusieurs lots, compte rendu Carnot François Mbéléret. Accompagner le gouvernement du président Patrice Talon dans sa volonté de faire du social un point essentiel du PRG2, c'est ce qui justifie ce don fait aux pensionnaires de l'orphelinat de la Bergerie de Dieu de Tokan ce jeudi 3 novembre. Composé de vivres et de tissus, c'est une œuvre sociale à mettre à l'actif de l'association des jeunes éclaireurs d'Abomey-Calavi, AGEC. Comment d'autres pourraient manger à leur faim quand d'autres sont abandonnés à leur sort? Comment pourrions-nous dormir dans nos chambres luxueuses quand d'autres manquent de toit pour se poser la tête? Comment pourrions-nous circuler dans les véhicules climatisés quand d'autres orphelins ont besoin d'un regard d'amour? Quelle joie pourrions-nous avoir sur cette terre des vivants quand d'autres sont déshérités, démunis, angoissés et désorientés? C'est pour dire aussi non à cette inégalité nulle part ailleurs que l'AGEC s'est donné comme devoir de lutter aux côtés de cette couche sans voix et sans défense, si ce n'est pas la providence qui vole à leur secours. Les enfants constituent l'avenir de demain, l'espoir de l'homme, la pérennité de l'espèce humaine. C'est pourquoi un adage populaire de chez nous dit Présente à la cérémonie de remise de dons, Epiphanie Wanti, marraine de l'événement, a prié pour ses âmes sensibles. Tout ce qui reste à dire, c'est d'implorer la protection divine sur l'orphelinat afin que les enfants soient toujours en bonne santé pour bien étudier et devenir des autorités dans ce pays au nom de Dieu Tout-Puissant. Très émue, la représentante des bénéficiaires a remercié les donateurs. Au nom de tous les enfants de l'ONG Cité d'Espoir La Bergerie de Dieu, nous vous disons infiniment merci pour ce geste d'amour effectué à notre égard. Nous sommes vraiment émus et nous prions le Dieu Tout-Puissant de vous bénir, qu'il vous le rende au centuple. Quand on sait que les enfants constituent l'avenir d'une nation, d'un peuple, ces gestes de sociabilité doivent se multiplier pour garantir le bonheur à tous, car, disait Raoul Folero, nul ne peut être heureux tout seul. Ngbede Rintor, hors du Bénin, les pays du G7 ont appelé aujourd'hui vendredi les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production pour contribuer à faire baisser les prix un mois après la décision de l'OPEP+ de réduire drastiquement ses extractions d'or noir. Augmenter la production doit contribuer à réduire la volatilité des marchés de l'énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine, indique un communiqué des ministres des Affaires étrangères du groupe réuni en Allemagne. Le G7 entend également finaliser dans les semaines à venir la mise en œuvre du mécanisme de plafonnement du prix du pétrole russe. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Je vous souhaite une très bonne santé en notre compagnie ce week-end et pour la suite de nos programmes. Ce soir, retrouvez-nous à 21h. Demain, n'oubliez pas votre rendez-vous. C'est bien la rediffusion du Forum des rédactions à 10h et à 11h. Votre émission de divertissement, Jardin d'Éden. Bonsoir chez vous et bon week-end.